Salut à tous les amis, on se retrouve dans Roue Libre, l'émission vélo de la First Team. Vous savez quoi, aujourd'hui, on va se régaler. Pourquoi ? Il s'est passé des trucs incroyables hier sur l'étape du jour sur le Tour de France. Donc évidemment, quand on se retrouve pour parler de tels événements, on est forcément heureux. Pour en parler aujourd'hui sur ce plateau, vous voyez sur ce plan large, Polo n'est pas là, il est remplacé par Théo. Et vous allez voir, on va le présenter tout de suite. Comment ça va mon Robin, la forme ? Ça va super. Tu sais quoi, j'ai pas vu l'étape d'hier et j'ai vu le résultat, je me suis maudit moi-même. Mais j'ai regardé le replay, ça va, j'ai rien loupé, j'ai tout rattrapé et on va pouvoir en parler, c'est incroyable. Et pour en parler, du coup, Robin, c'est un de tes hommes, un de tes équipiers de la chronique du vélo qui est avec nous, c'est Théo Soroche. Comment vas-tu Théo ? Bonjour, ça va, merci de m'accueillir. Grégario de Robin pour la chronique du vélo. Non, pas Grégario, leader de rechange. Leader de rechange. Ouais, parce qu'aujourd'hui, Bernal de Thomas. J'espère qu'aujourd'hui, tu vas lui rentrer dedans s'il faut lui rentrer. Voilà, t'es son Bernal en fait. Exactement. Ça me va très bien. Je me méfie beaucoup. Et t'as déjà couvert le Tour de France ? Ouais, 2017. 2017. Pour la chronique. Pour la chronique du vélo. Notre envoyé spécial. D'accord, ok. Donc voilà, vous connaissez un petit peu mieux Théo. De toute manière, vous allez connaître un petit peu ses avis lentement mais sûrement dans cette émission qui s'annonce très très intéressante. Récap évidemment sur l'étape qui est arrivée à Saint-Etienne et la victoire de Thomas de Gendt. Débat sur le Team Ineos. Doit-on s'inquiéter de cette première semaine ? On va voir, il y a des retards qui sont un peu inhabituels. Donc on va voir s'il faut s'inquiéter. Preview de l'étape de Brioude ce samedi. Voilà, on arrive chez Romain Bardet. Chatroom, bien évidemment, votre moment. Vous posez les questions que vous voulez et Théo et Robin y répondent. Rétro chronique du vélo, aujourd'hui, c'est sur Jalabert, c'est ça Robin ? Ça, on va parler de Laurent Jalabert qui a gagné 2 fois un 14 juillet, jour de fête nationale oblige, on va se pencher là-dessus. Et donc on terminera à la fin, comme d'habitude, par un quiz où Théo donnera, s'il le faut, s'il gagne un point, il donnera ses points à Polo, comme d'habitude. Tu le promets ça ? Je sais pas si je vais en donner beaucoup, mais je vais essayer. Donc voilà. Donc, comme prévu, on part avec le récap de l'étape d'hier. C'est parti ! Pour ceux qui n'ont pas vu par hasard le récap qui hier, avait mariage ou quelque chose comme ça, vous allez découvrir ce classement à l'arrivée de l'étape qui est un classement de costaud. Thomas de Gendt qui s'impose 6 secondes d'avance devant Julien Alaphilippe. Et après, on a tous ceux qui pouvaient viser l'étape, qui ont fait rouler leurs équipiers tout au long de la journée et qui ont échoué à 21 secondes. Donc voilà, et notamment Michael Matthews qui a réglé le sprint du peloton. On va tout de suite s'intéresser à ceux qui ont terminé 2e et 3e de cette étape et qui, au classement général, Julien Alaphilippe retrouve ce maillot jaune grâce à 23 secondes d'avance sur Giulio Ciccone. Robin, quelle performance de Julien Alaphilippe. Ouais, c'était incroyable. Cette fin d'étape, ces 15 derniers kilomètres, franchement, on était debout. Moi, je vous dis, j'ai vu le replay et pourtant, j'étais quand même subjugué parce que je savais qu'ils allaient aller jusqu'au bout, que Julien allait reprendre le maillot jaune. Mais voilà, je pense qu'on ne s'est pas régalé depuis très très longtemps sur le Tour de France avec des coureurs français. Ce qu'ils nous ont fait hier, vraiment, je crois que ça a emballé tout le monde dans des proportions qu'on n'a pas vues depuis facilement de plusieurs années, peut-être même 10 ans, peut-être même 15 ans. Qu'est-ce que tu as ressenti, Théo, quand il est sorti comme ça dans la dernière côte ? Alaphilippe, c'est le coureur français de notre génération. Il est incroyable. On n'a pas vu ça depuis Jalabert. On y reviendra plus tard. Mais quand il est sorti hier et que Pinot a suivi, surtout, c'est ce duo qui a créé une sorte de magie dans cette fin d'étape qui était déjà fantastique avec De Gendt qui fait une étape de folie. On va y revenir. Mais qu'Alaphilippe récupère le maillot jaune, c'est splendide, c'est magnifique, franchement. En plus, Alaphilippe, au début, hier, il a clairement caché son jeu. Bon, moi, les bonifs, je suis pas un mec qui va chercher un maillot comme ça, ceci, cela. Et puis, en fait, voilà, tous les autres dans le peloton disaient que c'était téléphoné, qu'il allait attaquer, qu'il était le meilleur du monde dans ce genre de pourcentage. Bien sûr, elle était prévisible, cette attaque. Et d'ailleurs, Thibaut Pinot l'a dit après l'arrivée, il l'attendait et il voulait juste essayer de suivre Alaphilippe. Et on en parlait aussi avec Polo sur le plateau hier. On disait, quand est-ce que Alaphilippe va reprendre le maillot ? Est-ce qu'il va attendre dimanche ? Est-ce qu'il va le faire essayer dès samedi ? Moi, je disais qu'il fallait essayer le plus tôt possible parce que les opportunités, elles peuvent se présenter qu'une seule fois. Il l'a saisi comme il fallait. Et sur la bonif, finalement, elle ne suffit pas parce qu'il reprend 5 secondes au sommet de cette bosse. Donc, il fallait après faire un écart et arriver avec quelques secondes d'avance au moins sur Giulio Ciccone pour reprendre le maillot. Franchement, moi, au début, je me suis dit comment ils vont creuser parce que après la bosse, ils font un petit écart, mais il n'y a pas grand-chose quand même. Et derrière, il y a plusieurs Astana qui sont là pour rouler. Et je me dis, ça va recoller, il y a les treks.
Et je me suis dit, en regardant le replay du final, je me suis dit, à quel moment ils creusent? Comment ils font? Et finalement, ils forcent, ils lâchent rien. Ils ont confiance dans ce qu'ils sont en train de faire, alors qu'ils auraient pu se dire, bon, c'est mort, on n'a pas fait un gros trou, on se relève. Et ils poursuivent. Et finalement, à l'arrivée, ça fait 20 secondes. Et alors, pour Alaphilippe, c'est très bien pour le maillot, mais pour Pinot, 20 secondes plus les bonifs, c'est incroyable. Il y a Alaphilippe en plus derrière Théo qui laisse les bonifs à Pinot. Et puis ce duo incroyable. Pinot qui était en train de serrer les dents quand même. Et puis il a été motivé par Julien Alaphilippe. Il s'est passé quelque chose en fait. Ouais, grand seigneur Alaphilippe hier qui donc a laissé la deuxième place à Pinot pour les bonifs. Alors qu'on le sentait un petit peu au-dessus à chaque fois dans les relances. Ouais. Pinot prenait 2-3 mètres. La ligne. Voilà, il pouvait l'aligner. Donc, grand seigneur, j'espère que ça va leur permettre de démarrer dans d'autres étapes, peut-être en montagne. Peut-être qu'Alaphilippe aura l'idée d'aider également Pinot plus tard. Une alliance franco-française, ça serait pas mauvais. Oui, exactement. On en parle souvent, on se dit souvent que certaines équipes devraient s'allier pour mettre telle équipe en difficulté, pour tel objectif ou quoi. Je ne sais Ça pas n'arrive si c'était quasiment jamais. prémédité par contre. Sûrement pas prémédité, mais après le fait d'être deux Français malgré tout, quand t'es à la Philippe et que tu vois que t'emmènes Pinot avec toi, tu sais qu'il est fort, et je pense que ça aide à mieux s'entendre plutôt que s'il avait dû emmener un Geraint Thomas, tu vois. Clairement. Et puis à l'arrivée, Julien Alaphilippe était évidemment très heureux. Je suis super content de récupérer le maillot. C'est difficile à décrire. Il fallait prendre des risques. Je ressens beaucoup d'amour et de soutien. Et en gros, plus globalement dans cette interview, il dit voilà, je ne ressens pas forcément de pression de ce maillot jaune. C'est vrai qu'il a quelque chose, un mental hors du commun, Julien Alaphilippe, qu'on n'avait plus l'habitude clairement de voir avec les coureurs français. Ah, c'est une rockstar Alaphilippe. Il est assez incroyable dans le sens où il est insatiable. Il va attaquer à chaque fois qu'il y a une opportunité, il attaque. Moi, je ne doutais pas qu'hier, il allait attaquer, c'était sûr. Aujourd'hui, bon, il va défendre le maillot, donc peut-être qu'il va pas le faire, mais on ne sait jamais avec Alaphilippe et c'est ça qui est bien. Il est incroyable. On va découvrir le classement des favoris, parce que le classement des favoris, désormais, il est dominé par Thibaut Pinot, qui fait donc deuxième de cette étape. Et il a une certaine avance sur Bennett, une certaine avance surtout sur Geraint Thomas, dont on va parler plus tard dans le débat, sur Egan Bernal. Bardet, malheureusement, n'est plus dans ce classement des favoris. Peut-être qu'il va y revenir petit à petit. Il y a peu de chance. Mais ça, il y a peu de chance, mais bon, malheureusement, pour le moment, il a perdu sa place et sa chance d'être dans ce classement des favoris. Thibaut Pinot, donc, qui est incroyable. Franchement, est-ce que, quand Julien Alaphilippe attaque, ok. Thibaut Pinot qui saute dans sa roue. Hier, on a fait un débat sur lui. Comment gagner ? On n'a jamais dit il faut attaquer dans cette étape-là. Non, on l'avait pas prévu. On nous a pas du tout écouté. On avait dit qu'il fallait qu'il fasse pas aucune erreur jusqu'au chrono de Pau. Bah là, il a fait mieux que pas faire d'erreur. Reprendre quasiment 30 secondes parce qu'il prend 2 secondes au sommet de la bosse, il me semble. 6 de bonif à l'arrivée, plus 20 secondes sur le peloton. Ça fait 28 secondes en tout. Ouais. Franchement, reprendre 30 secondes sur une étape comme ça, c'était inespéré. C'est incroyable. Moi, j'ai eu un peu peur quand il est parti, qu'il grille des cartouches pour rien ou pour aller chercher les 2 secondes de bonif en haut. Il était loin, quoi. Oui, et puis partir à 2 là-dessus, il y a quand même un gros groupe derrière. Ils n'étaient pas 10, quoi. Après, la chasse a été relativement désorganisée. Il y a Sunweb qui a essayé un moment, puis ça s'est arrêté. Mas qui est venu casser un peu la poursuite. Donc, tout s'est bien goupillé. Mais surtout Mas, en fait un super job en cassant les relais derrière, en détruisant l'organisation de ce qui restait du peloton. C'est incroyable, venant de Mas, qui est quand même un coureur relativement perso. Donc, j'étais agréablement surpris par ça. Ouais. Thibaut Pinot, qui à l'arrivée disait qu'il s'était préparé à cette attaque depuis hier. J'avais de bonnes jambes, j'étais prêt à me faire mal. Je suis en très grande forme, j'avance petit à petit, il reste 2 semaines. Là par contre, Thibaut Pinot désormais, il avance à découvert, Robin. Ouais, mais je crois qu'il avait plus l'ambition de se cacher. Quand tu places une attaque comme il a placé hier et que tu vas pour faire mal aux favoris, pour reprendre du temps, et que tu as fait le chrono par équipe que la Groupama FDJ a fait, que tu as fait la montée de la planche des belles filles qu'il a faite, de toute façon, il n'allait pas pouvoir nous sortir un discours je prends au jour le jour et je ferai le meilleur Tour de France possible. Voilà, évidemment qu'il est là pour le général et il est en train de prendre cette course comme il faut pour faire le meilleur classement possible. Et qui ne l'avait pas mis parmi les favoris au début du Tour, de toute façon, à part Romain Bardet, mais bon, on sait pourquoi. Non, tout le monde l'avait placé parmi les favoris. Moi, je l'avais sur mon podium, donc ça ne m'étonne pas du tout qu'il soit à ce niveau-là. Il a vraiment gagné en confiance. Il avait un petit problème mental avant. Ça s'est débloqué, c'est bon. Faut espérer que physiquement ça tienne le coup parce qu'il a toujours des journées un peu fragiles. Mais il est méfiant, il est plus que méfiant, il est précautionneux. Il sait quelles sont ses faiblesses et je pense qu'il est en train de vraiment... Il lui reste 2 semaines où il a
quasiment qu'une chose à penser, c'est pas tomber malade. Il y a eu une petite polémique quand même sur cette étape-là. Après l'étape, assez tard, les déclats sont tombés d'un peu partout des médias en Europe. Et Jakob Fuglsang, notamment, disait je n'arrive pas à suivre les deux Français parce qu'ils ont suivi la moto après le sommet. Si on menait le groupe de derrière, on ne pouvait pas les rattraper. J'aurais dû me placer plus près d'eux au moment de leur démarrage. Ils ont pris quelques secondes et après, c'était terminé. Et pareil, Bauke Mollema aussi s'est plaint de cela. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que Fuglsang, exactement. Ils disent tous ça. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ces déclats-là, Robin ? La vérité, dans la dernière bosse à 3 km de l'arrivée, je crois, où Alaphilippe et Pinot sont en train de relancer, essayer de faire le dernier effort pour revenir sur De Gendt, je me suis dit, les motos, elles sont quand même pas loin. Et Pinot prend Harley à un moment et tu as l'impression quand même qu'il se met, alors il y a quoi ? Il y a peut-être 7-8 mètres, mais il se met quand même un peu dans le sillage de la moto. Et oui, ça a dû les aider. Mais si les autres ils voulaient avoir le sillage de la moto, il fallait partir devant. Et puis Fuglsang, il parle du démarrage. Ouais. C'est au moment du démarrage qu'il parle de moto, alors qu'il n'y a absolument rien. Par contre, Bauke Mollema et Dan Martin, eux, parlent de la poursuite ensuite. Évidemment. Mais pour Fuglsang, je pense qu'il y a une sorte d'aigreur qui est née en lui, dans le sens où il faisait partie des favoris au début du jour. Il tombe dès la première étape. Du coup, il perd du temps il n'en gagne pas tout du moins sur des étapes où on l'attendait. C'est quand même le vainqueur de Liège. Donc je comprends qu'il soit un peu énervé aujourd'hui. Après, là, c'est trouver clairement des fausses excuses. Et si t'as les jambes, tu pars. Voilà, si t'as les jambes, tu pars. Il n'y a plus d'histoire. Et après, derrière, du coup, au bout de cette arrivée, donc d'ailleurs, Julien Alaphilippe, j'ai beaucoup aimé sa réaction. Il dit oui, on a utilisé les motos. D'ailleurs, les motos, on a mis nos vélos sur la moto, on est monté sur la moto, c'était plus facile. Et après, il redevient plus sérieux. Il dit non, on était vraiment à fond derrière Thomas De Gendt. Et voilà, c'est tout. En tout cas, il était plutôt détendu à propos de ce genre d'accusation, Julien Alaphilippe. Je l'ai dit rockstar. Lui, il a repris le maillot, hein, donc Fuglsang, qu'il les mauvaises, ils sont manqués un peu. Il a un peu rien à faire. On s'intéresse au vainqueur de l'étape parce que voilà, vous voyez dans le synthé, fantastique. C'est vrai qu'il a été absolument fantastique. Mon Dieu, qu'il a été incroyable parce que déposer des marquis comme il l'a fait, Robin, il est incroyable. Je te tire mon chapeau parce que c'était ton pronostic d'hier et qu'en plus de marquis et un de mes poulains que j'ai pronostiqué maillot à poids. Donc quand j'ai vu les deux devant, je me suis dit ça va bastonner entre celui de Joseph et le mien. Finalement, dans une échappée, on se doute que souvent le plus fort c'est Thomas De Gendt. C'est le premier qui a attaqué de l'étape. Ouais. Et son raid, je crois, c'est 190 km en tout. Enfin, c'est fantastique. Alors il n'est pas tout seul pendant 190 bornes, mais l'étape elle est super dure. Il y a 3800 mètres de dénivelé positif, on en parlait hier. Et surtout, dans les 20 derniers bornes, il a tellement peu d'avance. Et Thomas Vauclair sur la moto, il le dit 15 fois. Thomas De Gendt va se faire reprendre, c'est mort pour lui, c'est fini. Pinot et Alaphilippe vont trop vite. Et finalement, le mec résiste, quoi. Donc, incroyable. Voilà, il se tient la tête, il semble pas y croire quand il passe la ligne, mais franchement. Il nous fait croire qu'il y croit pas et qu'il est surpris. Il a dû douter quand même. Hein. Tu te retournes et que tu vois les deux flèches qui arrivent, il y a certaines lignes droites où il a dû les apercevoir. Franchement, ça doit faire un peu quand même douter. Mais voilà, le final était un peu à l'avantage d'un homme seul. Mais voilà, il a fait un effort fantastique. Et Pouic qui me dit magnifique le prono, j'espère que tu avais parié sans boule. Bah non, malheureusement je n'ai rien parié du tout parce que je suis un gros radin et surtout j'ai très peur de perdre mon argent. Mais en tout cas, moi j'avais surtout pronostiqué quand j'ai argumenté, faut le dire, j'ai argumenté en disant que voilà, il allait utiliser aussi Tim Wellens dans cette échappée. Il a eu besoin de personne, il y allait tout seul, il a déposé tout le monde. Le départage sur deux marquis est incroyable. Théo. Il n'a jamais besoin de personne, Thomas De Gendt. Il est parti au kilomètre 0, il a été à la planche pendant toute la journée parce que lui il passe pas de les fantômes. De Gendt, il bluffe pas, quand il y est. Et c'est un coureur particulier. De Gendt, on sait qu'il va pas tout le temps au massage le soir, il préfère lire tranquille dans son coin. Il a besoin de personne, il n'avait pas besoin de Tim Wellens hier. Mais on noterait c'est choisir les bonnes étapes. Mais justement, on le voit avec ce palmarès, il sait choisir les bonnes étapes. Il part pas en échappée n'importe quand. On a beaucoup parlé de Johan Alfredo sur cette première semaine de course. Johan Alfredo, malgré tout, il part en échappée sur des étapes qui ont peu de chances d'aboutir. Alors que Thomas De Gendt, hier, il part sur l'étape qui est très très dure. Et alors, sur la fin, c'était compliqué, mais c'était une étape qu'on promettait au baroudeur, donc il part au bon moment. Ouais. Et donc après, quand il est arrivé, il a dit voilà, je me suis senti bien toute la journée, les échappées, c'est ma spécialité. Pinot et Alaphilippe se sont approchés, mais j'avais une marge. J'en gagne peu, mais j'en gagne des belles. C'est vrai que quand on voit ce palmarès, je ne sais pas. Il a un podium sur le Giro. Il a quand même fini 3e sur le Giro.
il me semble. Ouais, C'est vrai que quand il gagne, il rigole pas. Bon, après, il finit 3e derrière Ejdal. Ouais. Qui C'est vrai qu'il avait fait un est un peu. dur en particulier. Mais C'est vrai. il fait quand même. Et effectivement, on passe un mot quand même pour Johan Ofredo qui était malade après son échappée d'hier Sale journée, ouais. avec Rossetto et qui a quand même terminé dans les délais. Donc voilà, bravo à lui. Il a du mal à dormir cette nuit. Mais Il est toujours tout seul, Fredo. Il aime pas trop le peloton, j'ai l'impression. Voilà. Bah, il n'était pas tout seul au début. Il était avec Christophe Laporte qui C'est vrai. malheureusement a abandonné. C'est vrai. Mais bon, voilà quoi. Il y a eu plusieurs abandons hier. Ouais, c'est vrai, mais en même temps, c'était une étape qui est très, très compliquée. On l'avait Extrêmement annoncé qu'il difficile. fallait vraiment s'en méfier. Bah, De toute façon, toutes les étapes qui passent par Saint-Etienne sur le Tour de France, en général, c'est très, 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 très compliqué. et c'était très compliqué pour aussi, bah voilà, il y en a qui ont eu un petit coup, un nouveau chaos technique. C'est le Team Ineos, voilà, qui a chuté. Bon, ils sont revenus dans les roues, mais au final, le résultat au classement général, on peut commencer à s'inquiéter. On va regarder ça tout de suite dans le débat. C'est parti. Ce retard-là n'existait pas il y a quelques jours. On regarde en un tableau pour commencer l'avance de Thomas sur Pinot après le contre-la-montre et on regarde le retard de Thomas sur Pinot après cette 8e étape. Il avait 12 secondes d'avance, il a désormais 19 secondes de retard. Alors Romain, la question qu'on se pose, est-ce que oui ou non, il faut s'inquiéter pour le Team Ineos ? Je pense que oui, on peut commencer à s'inquiéter et pas uniquement par voilà, ce tableau est un résumé de ce qui s'est passé ces derniers jours, mais il y a aussi l'impression visuelle qu'on a en course et l'impression qu'on a eue à la planche des belles filles, on en a parlé, où les Ineos n'étaient pas aériens, c'était pas le train qu'on a eu l'habitude de voir ces dernières années. Hier, il y a cette histoire de chute de Geraint Thomas à 14 km de l'arrivée, toute l'équipe qui se met à la planche pour le faire revenir, du coup il revient dans le groupe des favoris, mais il n'y a plus personne pour l'aider et pour rouler quand Pinot et Alaphilippe partent. Et surtout, il vient de faire un effort, donc il ne peut pas y aller lui-même. Mais ce qui est sûr, c'est que Ineos n'a jamais, donc anciennement Sky, n'a jamais été dans cette position sur un Tour de France. Normalement, quand on aborde soit les Alpes, soit les Pyrénées. On a un tableau, tu veux parler des stats, des avances. On a un tableau récapitulatif, effectivement c'est assez j'ai été compliqué, chercher ça c'est hier technique, soir. mais c'est vrai que ça peut être représentatif. Alors voilà, là d'abord, on voit le classement des coureurs Ineos. Bon, bien sûr, Thomas et Bernal, les deux leaders de l'équipe britannique, sont encore très très bien placés au général. Voilà, on parle d'inquiétude. Ils sont 2 et 3e dans le classement des favoris, derrière Thibaut Pinot. Donc de ce côté-là, il n'y a pas encore de catastrophe. Mais malgré tout, d'habitude, donc sur toutes les victoires de la Sky depuis 2012, donc c'est-à-dire toutes les années sauf 2014 où Froome abandonne, au moment d'aborder le premier grand massif, que ce soit les Alpes ou les Pyrénées, les Sky sont premiers des favoris. Et même de temps en temps, 3 années sur 6, ils ont le maillot jaune déjà au moment d'arriver en montagne. Cette année, c'est différent. Il y a Thibaut Pinot en tête et on voit, on a le tableau récapitulatif, il me semble, des écarts de l'avance habituellement. Voilà, alors, c'est pas celui-ci, c'est le suivant. C'est le dernier, celui qui s'appelle Avance avant la montagne. Voilà, et exactement, voilà, parfait. Merci les gars. Donc on voit que selon les années, en 2015 par exemple, en 2012, en 2018, le leader de la Sky, que ce soit Thomas, Froome ou Wiggins, a 1 minute, parfois même plus d'avance sur son premier adversaire au classement général. Quand vous abordez la montagne comme Wiggins en 2012 avec 1,53 d'avance sur Cadel Evans, le tour il est quasiment déjà plié. Pareil pour Geraint Thomas qui l'année dernière aborde la montagne avec 50 secondes déjà d'avance sur Fuglsang. Donc c'est des écarts énormes. Alors on a d'autres années, notamment 2016 où Froome a aucune avance sur les autres, mais en tout cas la situation d'avoir du retard sur un autre des favoris, c'est inédit. Et ça te fait peur toi ou pas, Théo ? C'est inédit. Après, il y a le chrono le lendemain de Bagnères de Luchon. Je pense qu'il faudrait refaire le tableau à ce moment-là. Ça sera pas la même chose. Mais oui, est-ce qu'on peut avoir peur pour Ineos ? Je vous rappelle les noms qu'il y a dans l'équipe quand même. Katowski, Moscon, Wout Poels. Enfin, c'est une armada. Donc je pense qu'ils vont revenir dans le jeu en deuxième semaine. Je m'inquiète pas trop pour eux. S'il y a quelque chose auquel il faut penser, c'est le duel entre Bernal et Thomas. Bernal qui n'a pas attendu Thomas hier, ça peut poser question. De mon côté, non, mais je sais qu'il y a certaines personnes qui pensent que Bernal aurait dû attendre Thomas hier. Ça n'a pas été le cas. Tout est nouveau dans ce Tour de France pour l'équipe Ineos. Il y a ce double leadership qui est encore différent de celui de l'année dernière et qui est quelque chose qu'ils n'ont jamais eu à gérer. Il y a le fait que tu abordes la montagne sans être le premier des favoris. Il y a le fait que malgré tout, il y a hier une équipe Ineos qui a ramené Thomas mais qui du coup n'a pas pu rouler derrière. Donc qui n'a pas pu montrer à tout le monde, ok, c'est nous les patrons. À la planche des belles filles, c'est pareil. Ils n'ont pas pris les choses en main. Je pense qu'on a tous été plus impressionnés par l'équipe Groupama FDJ et le travail de David Gaudu. Donc Ineos sur ce Tour de France, ils n'ont pas non plus gagné le chrono par équipe. À aucun moment, ils se sont posés en patron et ils se sont posés en c'est nous les tenants du titre. On a Geraint Thomas, on a Egan Bernal qui sont les 2 grands favoris et on va assommer le Tour de France. Ils auraient pu
et certaines années, ils n'ont pas hésité. On se rappelle je crois que c'est à la Pierre-Saint-Martin en 2015 avec Chris Froome et Richie Porte. On a une première arrivée au sommet au bout de 7-8 jours. Et on a les deux qui finissent 1 minute devant tout le monde. Et là, tu comprends tout de suite que la Sky, tu les bougeras pas sur ce Tour de France. Cette année, ils doutent déjà, à mon avis. On va arriver sur le chrono. Oui, t'en parles, Théo. Geraint Thomas sera avantagé sur ce chrono, mais il part déjà avec 20 secondes de retard, 19 secondes de retard sur Thibaut Pinot. Donc même s'il lui prend, disons, 1 minute, Pinot ne sera pas repoussé très très loin en général. Oui. Et tu peux malgré tout instiller le doute dans la tête d'Ineos, c'est-à-dire que pour l'instant, en tout cas sur cette première semaine, il y a un mec qui est plus fort qu'eux. Et ça, ils l'ont jamais vu jusqu'à maintenant. Donc comment tu réagis au fait que, bien sûr, tu as encore un avantage avec le chrono, tu as une équipe qui est plus forte que celle de Pinot, mais comment tu réagis au fait de te dire, on n'est peut-être pas les patrons cette année, il y a un mec qui peut nous mettre dans le mal dans la montagne. On a un tableau récapitulatif, Sky 2018, Ineos 2019. Théo, pour toi, est-ce que l'équipe est moins forte que celle que l'année dernière? Il n'y a pas Christopher Froome. L'an dernier, Bernal était la troisième roue du carrosse, donc à partir de là, oui, l'équipe est moins forte. D'autant que moi, pour revenir sur ce que disait Robin, le vrai problème d'Ineos, est-ce que c'est l'équipe ou est-ce que c'est le leadership? Je rappelle que Bernal et Thomas, à eux deux, ça compte un top 10 sur un grand tour. C'est vraiment très peu. Donc est-ce que Thomas, qui a réussi l'an dernier à gagner le tour, donc c'est exceptionnel et tout, il avait fini 15e, sa meilleure place était 15e jusque-là. Bernal l'an dernier finit 15e. Donc est-ce qu'on peut juger l'équipe Ineos comme on jugeait l'équipe Sky avec Froome ou avec Wiggins qui avait déjà fait des grosses performances sur des grands tours? Toi aussi, tu penses que ce leadership est inquiétant? Est-ce qu'on se pose des questions par exemple sur Egan Bernal? C'est pas ça qui me fait m'inquiéter pour l'équipe Sky, parce que ça c'est la communication et ce qu'ils veulent bien nous donner de ce double leadership. La vérité, c'est qu'en interne, j'imagine que c'est beaucoup plus clair, que Geraint Thomas a fait malgré tout forte impression sur la planche des belles filles, C'est sûr. alors qu'on n'a pas mis Bernal au placard, mais qu'on considère quand même sans doute Egan Bernal comme la roue de secours, parce qu'en plus sur le chrono, t'en parles Théo, Thomas va reprendre de l'avance sur Egan Bernal, et que du coup on va pas demander à Thomas de s'arrêter en montagne pour que Bernal recolle. Donc, mais la vérité c'est que Froome ou pas Froome, ça change sur le collectif, on est d'accord, parce que du coup ils ont un homme en moins, on a Kwiatkowski, on a Pouls, mais l'année dernière on va parler de la haute montagne puisque les Moscone, Van Barle, Castroviejo ne sont pas censés être là quand ça grimpe fort. Pas censé. Pas censé. L'année dernière, on avait un troisième homme après Wout Poels et Kwiatkowski, on avait Bernal pour rouler. Cette année, le changement de statut de Bernal et l'absence de Froome fait que on a Wout Poels, on a Kwiatkowski, après c'est fini. C'est les deux leaders et que pour l'instant, en tout cas, Bernal n'est pas censé donner un coup de pédale pour. Après, ils sont quand même très très bien organisés après la chute de les chutes de tous. Ils ont fait une espèce de pyramide, mais ils sont quand même très bien organisés. Et Geraint Thomas, ça avait l'air très facile pour revenir dans les roues. Oui, mais je pense que Geraint Thomas est très fort. Ouais. Après, entre être très fort et être capable de suivre Alaphilippe et Pinot hier, il y a un écart. Après, je pense qu'il les aurait pas suivis. Je sais pas. La vérité, c'est qu'on peut pas savoir. On attendait Fuglsang et Fuglsang n'a pas pu. Est-ce que Thomas lui aurait pu? C'est possible. En tout cas, il n'était pas placé pour. À ce moment-là, il venait de faire un effort. Ce qui est sûr, c'est qu'il a pas suivi et qu'il a pris 28 secondes à l'arrivée. Après, moi, je te trouve très péremptoire sur le fait que Thomas ait lâché Bernal sur la planche. D'accord, mais c'est un profil qui ressemble beaucoup plus à Thomas qu'à Bernal. On verra en haut du Tourmalet si c'est la même histoire. C'est quand même pas un profil typique pour Geraint Thomas, la planche des belles filles. Alaphilippe, il fait combien sur la planche des belles filles, rappelle-moi? C'est pas un pur davantage puncher que Geraint Thomas. La montée, comme elle a ressemblé... Bernal ou Alaphilippe? Non, Alaphilippe. Oui. Alaphilippe est plus puncher que Thomas, et la montée, elle a plus ressemblé à une côte ardennaise avec un mur à la fin qu'à un col de 7 km en vérité. Oui, c'est vrai, mais sauf que moi, je pense que Bernal est meilleur sur des cols sur du très long que sur du court, même s'il a gagné Paris-Nice, même s'il a gagné le Tour de Suisse. Est-ce qu'au pied du Tourmalet, tu vas rouler pour Bernal ou est-ce que tu vas rouler pour Thomas? Est-ce que tu vas faire en sorte que le rythme il convienne à Bernal ou à Thomas? Difficile de répondre à ça. Par contre, moi, il y a une chose quand même qui est importante, c'est que Thomas est tombé hier. Il tombe souvent. Donc moi, j'aurais du mal à mettre toutes mes billes sur Thomas si j'étais à la place de Portal. C'est une vérité aussi, c'est que encore Portal, en tout cas, on a une de ses déclarations. Il est plutôt tranquille pour le moment. La direction technique d'Ineos reste calme. Il dit déjà sur Pinot, il a été interrogé sur Pinot, sur la force de Pinot. Il n'y a pas forcément que lui, mais c'est clair qu'il a de bonnes jambes. Et après, il parle de Geraint est déçu. Il sentait qu'il avait de bonnes jambes. Tous nos coureurs ont été pris dans la chute, sauf Egan Bernal. Il y a une vérité, c'est qu'une nouvelle fois, sauf Egan Bernal, le seul qui tombe pas, c'est Bernal. Comme le seul qui n'avait pas pris la cassure, je crois que c'est Epernay. Le seul qui prend pas la cassure à l'époque, c'était déjà Bernal. Et Thomas avait perdu 5 secondes. Intelligence de course assez remarquable pour un mec de 22 ans. Ouais. Après, pour parler aussi du leadership, il y a eu des déclarations de Dave Brailsford hier qui, moi, m'ont beaucoup surprise, puisque jusque-là, il disait que donc on avait un co-leadership, 2 hommes
à égalité. Il avait beaucoup parlé d'Egan Bernal en disant il n'a que 22 ans, mais il est prêt. Je m'inquiète pas pour lui. Il a fait un grand Tour de France l'année dernière. Il bottait en touche. Il rassurait tout le monde sur toutes les questions qu'on pouvait se poser sur Bernal, sur l'expérience, sur le fait de jamais avoir couru un grand Tour en tant que leader. Et hier, pour la première fois, il dit malgré tout, Geraint Thomas a 33 ans, Egan Bernal 22, il faut le prendre en compte. Il faut prendre en compte qu'ils n'ont pas la même expérience, que Geraint Thomas a couru des tours en tant qu'équipier, puis en tant que leader, qu'il a gagné, que Bernal n'a pas toute cette panoplie de Tour de France d'expérience dans des rôles différents. Donc pour la première fois, il a semblé mettre un bémol, et j'ai l'impression qu'hier soir, il donnait quand même dans son esprit un avantage sur la ligne, un avantage hiérarchique à Geraint Thomas. C'est pas pour rien, parce que Bernal il a quand même regardé ses chaussettes plusieurs fois depuis le début du tour quand il a voulu suivre Alaphilippe. Donc je pense que ça trotte dans la tête de Brailsford. Il y a une tactique qui pourrait être très simple à mettre en place. C'est si Thomas prend assez d'avance sur le chrono, on met Bernal à la planche au début d'école, il n'y a personne qui sort. Et puis on termine le tour comme ça. Ouais, après, est-ce que comme en 2012 avec Froome et Wiggins. tu auras toujours la question, est-ce que le Thibaut Pinot d'aujourd'hui est capable de te lâcher Geraint Thomas et Egan Bernal dans la montagne? Et ça va être la grande question. On ne peut pas juger sur hier parce que c'était pas de la montagne, c'est une attaque de puncher, c'est très bien senti. La planche des belles filles, il est resté un petit peu malgré tout, il a attaqué que sur la fin, Thibaut Pinot, et il est battu par Geraint Thomas, il faut quand même le rappeler. Mais je crois qu'au Tourmalet, on va avoir un vrai premier test pour ces trois-là, qui sont clairement détachés dans l'esprit de tout le monde. Alors on peut avoir un quatrième, un cinquième homme qui se greffe à cette bagarre, mais pour l'instant on a quand même trois noms qui se détachent, et on va voir véritablement si Thibaut Pinot est capable de mettre à mal ces Sky, parce que tu parles du chrono Théo, bien sûr Thibaut Pinot va perdre du temps là-dessus, mais il t'en a repris hier 28 secondes en une seule étape, donc s'il est capable de refaire ça, peut-être que le temps perdu sur le chrono sera vite annulé. Les circonstances étaient particulières quand même, donc je pense pas qu'on puisse. Tu reprends pas 28 secondes tous les jours, ça c'est sûr. Voilà, c'est ça. Mais si tu l'as fait une fois, en tout cas, tu as la Faut être d'autant plus prudent. Et il y a un facteur X, ça va être Woodpulse qu'on voit à l'image. Moi, je me disais tout simplement, comme tout le monde, que tout le monde, sa direction lui disait calme-toi, garde-toi pour les Alpes, les Pyrénées et tout ça. Mais en fait, Woodpulse a été malade pendant plusieurs jours, et notamment à la planche des belles filles. Il dit voilà, maintenant je ne souffre plus de rien. On a bien réagi à la chute de Michael Woods qui nous a tous entraînés au sol. Est-ce que toi, le niveau de Woodpulse t'a inquiété, te voir si loin, ou tu t'es dit ouais, c'est normal? Et voilà, il a été malade, donc peut-être que voilà, on peut douter d'autant plus de son retour à un bon niveau chez Ineos. C'est très rassurant pour Ineos cette déclaration, le fait qu'il ait été malade. Je pense qu'on connaît tous les qualités de Woodpulse. Après, on sait aussi tous qu'il a du mal dans la régularité. Donc moi je pense qu'il y aura au moins une étape de montagne où il va complètement exploser. Si Katowski n'est pas au niveau ce jour-là, je pense que ça sera le moment pour Pinot d'attaquer. Robin, on en a parlé hier, je crois. On disait avec Paul, on était à peu près d'accord là-dessus pour dire qu'il le gardait pour la troisième semaine. Bon, la vérité, c'est qu'ils n'avaient pas trop le choix vu qu'il était malade. C'est sûr. Mais c'est surtout à ce moment-là qu'on va voir. Enfin, il y a les étapes des Pyrénées, les étapes des Alpes. Le reste du temps, Woodpulse, on n'en a pas besoin. Et hier, il fait malgré tout un bon job quand il faut ramener Thomas. C'est le dernier à prendre le relais, bon, parce que Kwiatkowski était à pied. Mais c'est c'est celui qui prend le dernier relais pour ramener Thomas le plus proche possible. Après, j'étais malgré tout surpris qu'il se soit mis tellement mal qu'il ne soit pas capable lui aussi de rentrer avec Thomas. Donc dire qu'il est complètement rétabli, peut-être pas encore, et il faudra qu'il le soit le jour du Tourmalet, donc il a quelques jours encore, mais si on n'a pas un Woodpulse étincelant et qui est capable de tenir son rang au Tourmalet, pour Ineos, il va y avoir un casse-tête à régler en tout cas. Après hier, c'était plus de 200 bornes, c'est quand même c'est allé très très vite. Lui, il a réussi à ramener Thomas dans un temps assez incroyable, donc c'est normal qu'il lâche un peu, surtout s'il revient de maladie. Donc voilà, Ineos, faut-il s'inquiéter? Dites-nous dans le stream là, savoir si ou non vous inquiétez, ou tout simplement dans les commentaires YouTube. Les gars, je crois qu'on a tout dit, on a fait le tour pour le team Ineos, on va voir comment ils vont réagir. On va passer à la preview de la prochaine étape. C'est parti. Cette étape-là, c'est la 9e étape, si je ne me trompe pas. C'est ça. C'est la 9e étape, exactement, parce que sur le tableau, vous allez le découvrir, j'ai écrit 8e étape, mais c'est bien la 9e étape. Saint-Étienne, Brioude, 170 km avec 3 difficultés, le mur d'Aurec, ensuite la côte de Guillaumanche, et on terminera par la côte de Saint-Just. On est sur une étape qui est un peu moins difficile que l'étape d'hier, Robin, mais il faut quand même s'en méfier. C'est moins dur, mais c'est costaud quand même.
Parce que hier, c'était une étape très particulière, une des plus dures de ce Tour de France à mon avis. Et aujourd'hui, ça reste un profil pour baroudeur, pour puncher. Et on va se poser finalement les mêmes questions qu'hier. On en parlait hier matin. Est-ce que Sagan et Matthews peuvent passer? Alors Paul me disait non, la vérité c'est qu'ils sont passés. Hein. Je tiens à le dire quand même. Et aujourd'hui, ça va être la même question. Est-ce qu'ils passent? Parce que le sprint, il est après une descente et sur du plat. Voilà, si tu emmènes Sagan, Trentin, Matthews qui sont passés hier, si tu les emmènes dans la dernière bosse, bah, le sprint il est pour eux. Donc malgré tout, je pense qu'il y a des choses à faire. Alors on en parle beaucoup parce que ça arrive à Brioude, qu'on est un 14 juillet et que c'est chez Romain Bardet. La vérité c'est que Romain Bardet n'a pas l'air dans la forme de sa vie. Mais pour Julien Lafilippe, aujourd'hui ça peut encore convenir. On voit avec cette bonif encore dans la dernière bosse, un profil qui ressemble à la bosse d'hier, 3,6 km, 7,2%. Voilà, ça peut une nouvelle fois être une occasion. C'est à 13, non c'est un peu plus loin. Si c'est ça, 13 km de l'arrivée une nouvelle fois. Ça peut être l'occasion pour Julien Lafilippe de remettre une petite cacahuète, d'aller prendre des bonifs et de gagner un 14 juillet en maillot jaune. Polo nous écrit, qui nous a fait les synthés, parce que Polo n'est pas là, mais Polo quand même pense à nous. Voilà, il a écrit qu'on peut se régaler avec ce profil-là. Qu'est-ce que tu en penses de ça, Théo? Alors moi je pense qu'il y a deux options. Soit l'étape va être un peu escamotée parce qu'hier c'était hyper fatigant, les coureurs sont arrivés dans un état assez incroyable, donc ça peut se terminer en sprint, un sprint groupé d'une 50aine de coureurs où Matthews et Sagan règlent ça entre amis. Ou alors Alaphilippe, comme l'a dit Robin, et c'est plutôt mon option à moi, va tenter de faire encore quelque chose d'exceptionnel, de gagner un 14 juillet en jaune et donc d'attaquer dans la dernière bosse. C'est une 3e 4, il est capable de faire ça. On va découvrir en même temps que vous parlez les pronos, hein, parce que voilà, Théo comme ça, tranquille, il balance son prono. Et en plus, il balance son prono qui est le même que le tien. Heureusement que tu nous as pas pris à la Philippe, Joseph, tu nous fais dans l'originalité. Bah oui, exactement. Bah, j'aurais pu y penser, mais bon, j'ai tapé Matej Mori. Actuellement en hélicoptère, mais non, c'est moi qui ai mis ça. C'est vrai qu'il est en hélicoptère aujourd'hui. Il n'est pas avec nous parce que il est sur le Tour de France à Brioude et qu'il va faire un tour d'hélicoptère offert par Erwan et Thomas. Donc franchement, oui, exactement, bravo. Mais on n'a pas les mêmes. Voilà, c'est bravo. On n'a pas les mêmes amis. Hein. Voilà. Donc Alaphilippe, pour toi, il peut faire coup double. Ouais, bah j'y crois autant que Théo, moi, parce que déjà. Avec son maillot jaune, il va se sentir transcendé. Il parle de l'amour qu'il a de la part du public depuis quelques jours. Je crois qu'il a envie de le rendre et qu'une victoire d'étape le 14 juillet avec le maillot jaune sur le dos, ça lui fait très envie. Le profil lui correspond. S'il part, bah, je ne vois pas encore qui va pouvoir le suivre. Alors oui, il aura peut-être mal aux jambes, c'est très probable, mais je pense que tous les autres aussi, parce que hier, dans le final, quand ils sont tous en train de rouler pour essayer de revenir, ils ne se sont pas économisés non plus. Ils étaient à bloc autant que Pinot. Non, après, hier, il a quand même énormément profité du travail d'Astana. Sans Astana, on ne serait certainement pas revenu aussi proche des autres, je ne sais pas. Mais malgré tout, je veux dire, Astana, hier, ils se sont mis à la planche. Je pense que Fuglsang, il était cramé autant qu'Alaphilippe et Pinot à l'arrivée. Donc aujourd'hui, Alaphilippe sera sûrement fatigué, mais s'il attaque, il faudra quand même trouver un gars pour aller prendre sa roue et j'en vois pas. Donc autant qu'il faudra surtout peut-être qu'il n'y ait pas d'échappée, Théo. C'est ça. C'est s'il y a une échappée, ce serait la donc pas d'équipe qui roule derrière. Voilà, s'il y a une échappée et que ça se finit en baroudeur, bon bah Alaphilippe ne gagnera pas aujourd'hui. Mais l'autre question, c'est est-ce que Quick-Step va finalement, De Koninck va finalement tout donner pour Alaphilippe, parce qu'on voit que l'équipe conserve des ambitions sur les sprints avec Viviani. Du coup, on donne pas tout pour Alaphilippe. Mas, il joue. Et il y a sprint demain. Ouais, et il y a sprint demain, exactement. Du coup, est-ce qu'on va se mettre à la planche pour essayer de gagner avec Alaphilippe dans une victoire qui est relativement éventuelle, alors que Viviani, il me semble qu'il y a uniquement Groenewegen qui est au-dessus de lui dans les sprints massifs. C'est la question, est-ce que Quick-Step va-t-il jouer la sécurité ou pas? Tu peux pas te dire on fait une croix sur celle-ci alors qu'elle te correspond en te disant on pense à celle de demain. Tu es censé être là tous les jours, tu es De Koninck Quick-Step, tu es l'équipe qui a le plus de victoires dans le peloton. J'ose espérer qu'aujourd'hui ils vont tenter de contrôler cette échappée, ce sera pas facile, mais essayer de la contrôler et pour que ça arrive pour Alaphilippe. Après, Alaphilippe a le droit aussi de prendre l'échappée. Ce serait étonnant, ce serait surprenant d'avoir le maillot jaune devant. Mais finalement, qu'est-ce qui l'en empêche? C'est pas un leader pour le classement général. Donc les équipes de leaders vont pas derrière réagir au quart de tour et rouler. Je pense que si Alaphilippe part devant, les Astana, les Ineos vont le laisser faire. Bonne question. C'est pas un leader pour le général. C'est vrai qu'il a jamais rien fait sur 3 semaines. Il affiche aucune ambition. Peur, ouais. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? S'il prend 3-4 minutes d'avance avant d'arriver dans les Pyrénées, s'il s'échappe aujourd'hui, à un moment donné, il faut quand même lui reconnaître la valeur qu'il a en tant que coureur d'exception. Et ça peut être un déclic cette année.
Et il pourrait Vauclair, peut-être quoi. jouer le général. Un Vauclair, Exactement. voilà. Et moi, j'ai mis Matej Mohoric parce que il est 117e au général et qu'il m'a l'air d'avoir fait du jus, du globule rouge. Il aura de la main. On va le laisser partir. Voilà, c'est possible. Et surtout, il avait gagné une étape à peu près similaire sur le Giro 2018. On parle, voilà, c'est arrivé. On voit les récapitulatifs des pronos d'abord. Merci Erwan, merci Antoine. Alaphilippe pour vous deux, Matej Mohoric pour moi. On parle de Romain Bardet. Romain Bardet qui arrive chez lui un 14 juillet. Il a énormément de retard au classement général, 3 minutes 20. Mais voilà, Brioude, c'est là où je me suis construit en tant qu'homme. Tout a débuté ici et tout se poursuit. Je crois même qu'il a encore sa licence professionnelle au Vélosport brivadois. Voilà. Donc voilà, il y a forcément une pointe d'émotion au moment d'arriver à Brioude. Robin, est-ce que tu le vois capable de gagner cette étape-là? Parce que ça peut correspondre à ses qualités en tout cas. Bah, pas du tout. Je pense que si. En termes de profil, hein, pas forcément Ouais. en termes de forme, moi je dis. Oui. Ah oui, sur le profil, il pourrait mettre une attaque sur cette dernière bosse qu'on dit correspondre à Alaphilippe. Sur le papier, ça pourrait aussi correspondre à Romain Bardet. Après, le problème, c'est la forme. Et il essayera sûrement. Je le vois essayer pour l'orgueil, mais partir en échappée, c'est improbable parce qu'il n'est pas encore assez loin en général. Et tout le monde aurait peur qu'il se replace et qu'il se refasse la cerise d'ici les Pyrénées. Donc ça, non. Partir dans le final, il faudrait être plus fort que les autres et je ne suis pas sûr qu'il le soit. Exactement, moi je te rejoins complètement. Le papier, il est mouillé, là, il fera rien. Il fera rien aujourd'hui, je le vois vraiment pas. Il va peut-être tenter, attaquer, histoire de montrer que Orgueil. voilà, je suis chez moi, je vais essayer. Mais je le vois vraiment pas réussir parce que soit c'est une échappée et il prendra pas l'échappée parce qu'on le laissera pas partir, soit ça arrive au plus fort et il est pas le plus fort. Donc, Manifestez-vous là dans le chat si certains ont encore foi en Romain Bardet ou si tout le monde l'imagine comme ça en train de se terrer de manière triste après cette première partie de Tour de France, ou voilà, si certains croient réellement. Il y a peut-être des supporters de Romain Bardet qui ont envie de Mais dire, tu sais que moi, qui ont envie d'hurler, je suis croyez-y. supporter de Romain Bardet, mais là, c'est difficile. Hein. C'est pas un temps à être supporter de Romain Bardet. Bardet et HS, juste non, Bardet dans le bidet. Voilà, bon, je crois que voilà, s'il y en a un qui veut se manifester, qu'il y aille, parce que là, c'est assez lourd. c'est pas optimiste. Allez Romain, voilà, allez Romain, enfin, Bardet a une équipe à la rue en plus. Allez Romain, voilà. On a des supporters de Romain Bardet qui seront bien heureux de dire à tout le monde, vous voyez, il n'était pas mort si par hasard il revient. Les amis, voilà pour la preview qui va se dérouler aujourd'hui. On reviendra demain en faisant un récap dans la prochaine émission Roue Libre. On va s'intéresser désormais, on va pas s'intéresser à vous, on va s'intéresser à vous. Pourquoi? Parce que c'est le moment de la chatroom, il y a énormément de messages, je vois que vous êtes chaud, ça va être le moment de poser des questions. C'est parti pour la chatroom. Voilà, et je vois effectivement qu'il y a énormément de messages sur Bardet, sur Pinot notamment. Pinot n'a-t-il pas trop grillé de cartouches, Théo, pour toi? j'en ai parlé. On a commencé à en parler. Ouais, c'était un risque de griller des cartouches, mais quand tu prends 30 secondes sur tes adversaires, c'est une cartouche qui est bien grillée. Bardet est-il fait pour les grands tours actuellement, Robin? Oui, je pense qu'il l'a assez prouvé dans sa carrière malgré tout. On parle, même si aujourd'hui on parle d'un mec qui n'est pas en forme, faut pas oublier qu'il a fait 2 podiums de suite sur le Tour de France, que ça nous était pas arrivé depuis 20 ans pour un coureur français, que quand il se rate sur le Tour de France l'année dernière, on parle quand même d'une 6e place, qu'il n'est pas sorti du top 10 depuis, je crois, 5 ou 6 ans sur le Tour de France. Donc évidemment que c'est un homme de grand tour. Après, il y aura toujours ce problème du contre-la-montre. Mais il y a des très grands grimpeurs qui n'ont jamais été bons en chrono et qui ont réussi à gagner un grand tour. Il y en a d'autres qui n'ont jamais été bons en chrono et qui ont fait de nombreux podiums sur plusieurs grands tours. Donc voilà, ce sera peut-être rédhibitoire pour qu'il gagne un jour le Tour de France et même gagner un grand tour en général. Mais ça reste sa spécialité, bien sûr. Ce qui n'empêche pas qu'il est aussi un homme de classique quand il s'y met. Il y en a plusieurs qui demandent Barguil, comment ne pas parler du champion de France un 14 juillet, mon cher Théo? Est-ce que tu penses qu'il y a possibilité pour voir un Barguil vainqueur aujourd'hui? En cas d'échappée, et s'il la prend, oui. Le problème, c'est qu'il est encore trop près au général. Il a voulu s'accrocher sur la planche des belles filles, faire une attaque à la Marlou, parce que c'était vraiment venu nulle part. Donc j'y crois pas pour Moi, aujourd'hui. j'ai pas trop compris pourquoi il s'est accroché hier aussi. Ouais, hier, pareil. Échappé, et tant mieux. Mais si tu la prends pas, autant lâcher un peu de temps dans le final, quelques minutes, et être plus libre, rien que sur l'étape d'aujourd'hui. C'est très intéressant. C'est un personnage intéressant, Barguil, parce que quand il était jeune, ses premières victoires sur la Vuelta, on disait c'est un génie tactique. Et depuis, je sais pas où est passé le génie. Donc vous voyez, il y a énormément de questions dans le chat. Je vois que vous êtes chaud, ça fait plaisir. Et il y en a un qui nous a demandé, Diloum a demandé, est-ce que vous voyez George Bennett comme un favori? C'est vrai qu'au final, désormais, si je remonte dans mon classement, on remarque que George Bennett est
très haut. Il est actuellement à 1,10 alors que Pinot est à 53 secondes de Julien Alaphilippe. Voilà, on va peut-être commencer à le considérer de manière assez sérieuse. Moi, ou pas, Robin? Moi, personnellement, j'en fais pas du tout un de mes favoris. Mais Théo le connaît bien, il peut peut-être Ouais. nous en parler. Mais moi, j'y crois pas pour l'instant. C'est un coureur extrêmement sympathique qui s'est formé en France. C'est un super gars. Par contre, je pense que dans son équipe, déjà, on préfère Kruijswijk, qui a plus de références. Et Bennett sur 3 semaines, ça me paraît. Et pourtant, à la pédale, à la planche, Georges Bennett était mieux que Kruijswijk. La planche, c'est le profil qui lui convient. Il a plus de mal quand il y a beaucoup de col, quand ça monte très haut en altitude. Donc je le vois pas, malheureusement, je le vois pas candidater pour un top 5. Peut-être un top 10 si Kruijswijk est plus dans le coup. Mais Le problème, c'est ça aussi, c'est qu'il va. Si top 5, je le vois Kruijswijk reste dans le coup, il va devoir bosser pour lui voilà, et exactement. mettre de côté ses ambitions personnelles. Donc ce sera difficilement conciliable. Petite question annexe de Gauthier62. Carapaz annoncé chez Ineos la saison prochaine. Bon choix pour Carapaz déjà, Théo? C'est un peu étonnant parce qu'il y a Bernal, on l'a dit, qui est plus jeune que lui. Donc est-ce qu'il aura un jour la chance de pouvoir candidater à une victoire sur le Tour de France? Moi, j'y crois moyen. Je pense qu'il ferait mieux de rester à la Movistar. La Movistar, Quintana va partir, Valverde est trop vieux, Landa, Là aussi. voilà, Landa est sur le départ. Donc je comprendrais pas trop ce choix-là. 1,5 Plusieurs- million. 1,5 million. 1,5 million, ouais, c'est ça. 1,5 million de salaire annoncé. Comprends. Donc c'est sûr que bon, pour des questions familiales, etc., après on peut comprendre C'est sûr. des fois ce genre Après, de choix. Movistar était prêt aussi à l'augmenter. Je sais pas dans quel ordre de grandeur. Peut-être que ça s'est joué à pas grand-chose. Mm. Beaucoup de questions sur Van Aert. Ce sera une des dernières qu'on prendra. Après, on en prendra une dernière. Van Aert, qu'est-ce qu'il peut viser dans les prochaines étapes? Il y a une étape comme. Il a laissé passer quelques occasions là, Wout Van Aert. Qu'est-ce que tu attends de lui, tout simplement? Bah, aujourd'hui, pourquoi pas? Aujourd'hui, il pourrait gagner. Il est très véloce sur le sprint. Il est très bon sur des petites bosses. Là, c'est une 3e catégorie, donc il peut très bien le faire. Aujourd'hui, il peut gagner Wout van Aert. Toi aussi, tu penses Van Aert Le comme un des problème, favoris? c'est qu'il faut sortir Peter Sagan et Michael Matthews de la roue. Parce que si tu arrives avec eux, ça va faire comme il y a 2 ou 3 jours. Je sais plus où c'était, où il fait 2. Parce que Sagan, ça va plus vite. Tiens, Théo, pour te connaître un peu mieux, on va prendre cette dernière question. Elle va être pour toi. Que penses-tu du débat des oreillettes? Est-ce que tu penses qu'il faut les supprimer ou non? C'est compliqué. Moi, je pense que c'est quand même un gage de sécurité sur la route. Après, c'est vrai que tactiquement, c'est plus sympa quand on part sur une étape avec une stratégie et pas une tactique qui évolue au cours de la journée avec les oreillettes qui ont tendance à cadenasser un peu la course. Donc voilà, Théo est contre les oreillettes. Il y a quelqu'un qui me pour demande les si je vais porter surutiliser. plainte contre mon coiffeur. C'est franchement pas Excellent. tout ça est volontaire en plus. Voilà. Après t'être fait charbrer sur ta la chemise, chemise, ouais. là, c'est dur, hein, c'est Je vais dur. venir- mais je vais rouler. venir en cagoule maintenant et tout en noir, habillé tout en noir. Donc voilà, c'est terminé pour la chatroom. Merci beaucoup pour toutes vos questions. Bah, ça va être en plus le moment de parler, Robin. Donc voilà, il va falloir reprendre confiance en on va toi me en ta voir, coupe. Parce que c'est l'heure de la rétro chronique du vélo. C'est parti. Cette rétro chronique du vélo parle aujourd'hui de Laurent Jalabert. Pourquoi? Parce qu'on est un 14 juillet et Laurent Jalabert, les 14 juillet, il a bien aimé ça dans sa carrière, Robin. C'est ça, et la première fois c'était en 1995 à Mende. On le voit sur la photo derrière toi, Joseph. Très belle photo de Laurent Jalabert, maillot vert sur le dos, qui gagne en haut de cette montée qui est devenue ensuite mythique, qui à l'époque l'était pas forcément. On est 1 an après la fameuse chute de Laurent Jalabert à Armentières, où à l'époque il était un sprinter. Il chute dans les barrières, une image impressionnante, le visage en sang. Il revient 1 an après ça pour devenir, cette chute, une des plus spectaculaires du Tour, une des plus graves aussi, parce que Laurent Jalabert s'en est pas sorti complètement indemne. Et il revient beaucoup moins tranchant dans les sprints l'année suivante, avec des ambitions très différentes. C'est plus le même Laurent Jalabert. Il vise notamment le classement général. Et cette étape de Mende, elle s'inscrit là-dedans. Il prend une échappée qui est très bien sentie, qui prend beaucoup d'avance, où il se retrouve même pendant un temps maillot jaune virtuel, derrière Miguel Indurain qui est en passe de gagner son 5e Tour de France, panique un petit peu, il met ses hommes à rouler, il se dit qu'il a peut-être fait une erreur en laissant partir Laurent Jalabert, et finalement l'écart va diminuer un petit peu, mais l'échappée de Costaud va au bout malgré tout. Donc l'étape partait de Saint-Étienne. Laurent Jalabert devant, il a des équipiers à lui dans l'échappée, donc la Hanse, ils étaient partis avec plusieurs hommes devant, ils bossent et ils mettent Laurent Jalabert en orbite avant la montée finale, où il part quasiment dès le pied et où il finit vraiment
en solitaire, en patron. Le puncher qu'il était là n'a fait aucun cadeau sur cette montée. Et donc on est un 14 juillet. Il gagne pour la première fois un 14 juillet. Il est le 5e Français d'après-guerre, après Jacques Anquetil, Raymond Delille, Bernard Thévenet et Vincent Barthaud. Et il dit voilà, l'attaque n'était pas préméditée, mais cette étape, je la voulais. Est-ce qu'il avait prévu, parce que c'est un 14 juillet, c'est possible. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le profil de cette étape était parfaitement pour lui. Et il en profite pour faire un rapproché au classement général. Miguel Indurain se fait une belle frayeur. Jalabert revient à 3 minutes 30, 3 minutes 35 exactement. Et on se met à rêver, 10 ans après la dernière victoire de Bernard Hinault, d'un nouveau Français qui pourrait gagner le Tour. Finalement, cette année-là, il sera un petit peu juste, Laurent Jalabert. Il terminera 4e à Paris, ce qui restera quand même comme son meilleur classement général sur le Tour de France. C'est vrai que ce Jalabert de moins de 95 a marqué un virage dans sa carrière, Théo. Alors le virage, il l'avait pris un peu avant. Cette année-là, il gagne Milan-San Remo, il gagne Paris-Nice, il gagne le Tour de Catalogne. C'est le meilleur coureur du monde cette année-là. Donc c'est vraiment étonnant que Indurain lui laisse autant de champ ce jour-là, quand on sait le calculateur qui était Indurain. Mais ça prouve le panache qu'a Jalabert à gagner en vert. En haute demande, qui est devenu la côte Laurent Jalabert après ça. C'est devenu effectivement, c'est pas devenu de manière officielle, mais tout le monde l'appelle la montée Jalabert. Exactement. Donc voilà. Et après, il gagne à moins de 95 et il va remettre ça 6 ans plus tard, encore un 14 juillet. Robin. C'est ça, et cette fois on est à Colmar, il a plus le même maillot, il est chez CSC et il est encore une fois plus le même coureur. On a un Laurent Jalabert qui a 32 ans et qui est, on va dire, le 3e Jalabert. Il est devenu un baroudeur, il devient le chouchou du public, l'homme qui joue le maillot à poids, qui est maillot à poids en 2001, cette année-là, puis en 2002 pour ses 2 derniers Tours de France. Il sort d'un début de saison compliqué, en plus marqué par une chute à son domicile où il tombe d'une échelle, il se fracture 3 vertèbres, il se remet juste avant le départ du Tour. Il fait une première échappée victorieuse en première semaine du Tour de France au bout de 10 jours à Verdun, et 3 jours plus tard, il remet ça. Là, on peut dire quand même que malgré tout, il pense au fait que c'est un 14 juillet, qu'il a déjà gagné un 14 juillet. Dans la dernière descente, il se débarrasse de ses compagnons d'échappée qui ne sont pas n'importe qui. On a Jens Voigt et on a Ivan Basso qui essaye de le suivre dans la descente et qui finalement chutera et se fera une clavicule dans. C'était déjà son équipier à cette époque-là ? Non, ils n'étaient pas ensemble. Ivan Basso était à la Passa Bortolo. Et donc Jalabert termine ce tour maillot à poids. Il est le 4e Français à gagner 2 fois un 14 juillet. On avait eu avant lui Pélissier, Anquetil et Thévenet. Et surtout, il gagne 4 étapes dans son histoire sur le Tour de France, Laurent Jalabert, dont 2 fois un 14 juillet. Donc on a un ratio vraiment très très impressionnant. Ça a démarré clairement une espèce j'ai oublié mon mot, de culture de cette victoire du 14 juillet chez les Français. Il a été avant-gardiste un peu, Laurent Jalabert, Robin. Ouais, tout à fait. On se rappelle que depuis, on avait eu Laurent Brochard. Entre les 2 victoires de Jalabert, on a Laurent Brochard qui gagne 96 ou 97, un 14 juillet. Et on a eu ensuite Warren Barguil récemment, qui a gagné un 14 juillet aussi. Et on avait la déclat de Jalabert là, qui est très très symptomatique, qui dit que cette victoire elle a été marquante. Pourquoi ? Parce que ce 14 juillet, peut-être parce que j'avais été blessé l'année d'avant à Armentières, cette chute on y revient, on s'est dit qu'on ne me reverrait pas. Le Tour place le coureur dans le cœur des Français, ça il l'a compris Laurent Jalabert, mais il l'a compris en deuxième partie de carrière. Parce qu'avant il courait à la ONC, une équipe étrangère, on le voyait beaucoup courir à l'étranger, sur des classiques qui ne sont pas les courses les plus suivies par le public français, et il a compris sur cette fin de carrière que le Tour de France c'était la grosse loupe du vélo, et que quand on brille sur le Tour de France, qu'on fait le spectacle, qu'on prend des échappées, qu'on a le maillot à poids, qui est le maillot préféré des Français, ça change tout, et qu'on devient populaire, qu'on a une popularité qu'on ne maîtrise plus. On l'a vu avec des Richard Virenque, avec des Warren Barguil qui a été maillot à poids, et même avec Julien Lafilippe. Justement, il était éclipsé dans les années 90 par l'autre coureur de sa génération qui était Richard Virenque, qui n'a pas fait énormément en dehors du Tour de France, mais qui a fait énormément sur le Tour de France, alors que Jalabert, c'était un des meilleurs coureurs du peloton. Il a gagné 4 ou 5 fois le classement UCI en fin de saison, donc c'est pour vous dire à quel point c'était une pointure. Mais en France, on ne retenait pas forcément son nom. On savait que c'était la chute de 94, évidemment, la victoire à Mende en 95, mais quand en 2001, il commence le Tour, c'est un autre Jalabert qui arrive et qui va gagner le maillot à poids. Robin l'a dit, il va le gagner 2 années de suite, l'année suivante aussi, et c'est à ce moment-là qu'il rentre vraiment dans le cœur des supporters français. Et qui va devenir la légende Laurent Jalabert, qui sera sur la gâchette de Pro Cycling Manager. Les tout premiers vidéos de cyclisme, c'était Laurent Jalabert dessus. Donc, Et ça va devenir des victoires qui sont très symboliques de sa carrière, ces 2 victoires sur le Tour de France. Oui, je crois qu'aujourd'hui, quand on pense à Laurent Jalabert, on pense notamment à Mende. On pense à Armentières, mais on pense aussi à Mende. Et justement, on en parlait tout à l'heure avec cette montée qui a été renommée, la montée Laurent Jalabert, ça veut dire quand même quelque chose. Et aujourd'hui, à chaque fois que le Tour de France passe par Mende, on ressasse cet épisode. Voilà, comme à chaque fois, régulièrement, quand on repasse à Colmar, on reparle de cette victoire de 2001 aussi. Et quand on est un 14 juillet, on parle de Laurent Jalabert, parce qu'on se dit 14 juillet, c'était la spécialité, entre guillemets, de Laurent Jalabert. Et pour revenir sur ces
deux carrières de Laurent Jalabert. Une petite stat, des coureurs qui, dans l'histoire du Tour de France, ont gagné le maillot vert et le maillot à pois. Après-guerre, il n'y en a que deux, c'était Merckx et Hinault, en plus de Jalabert. Ça classe un coureur, Laurent Surtout que Jalabert. c'était pas la même époque, donc c'est exactement. vraiment incroyable. Ouais. Et on va parler, bien évidemment, j'avais classé un peu plus haut dans le diaporama, Antoine, plusieurs vainqueurs, 14 juillet, tu as commencé à parler de Brochard 97, c'est des photos qui sont classées juste avant la chatroom, voilà, Brochard 97, mais il y a aussi Virang 2004, Moncoutier 2005, Barguil 2017, les coureurs français attendent toujours impatiemment ce jour-là. Ils Bien cochent, tu penses, clairement? Bah, tu regardes en tout cas si l'étape du 14 juillet elle peut te convenir. Et si c'est le cas, tu te dis il y aura peut-être un truc à faire ce jour-là, parce que c'est les victoires qui restent le plus dans l'esprit des gens, évidemment. On voit là Laurent Brochard, encore une fois, qui gagne avec le maillot à pois. Voilà, c'est des histoires, c'est des étapes et des victoires qui toujours restent dans l'esprit des Français, parce que le 14 juillet, peu importe le jour où ça tombe, c'est férié, donc on est à la maison, on voit l'étape et on se rappelle quand c'est un Français qui a gagné. Et on reste dans le cœur des Français, Théo. Barguil, il est devenu le chouchou du public français à ce moment-là. Moi, je me souviens, en 2017, j'étais sur le Tour. C'était incroyable, l'effervescence autour de Warren Barguil après cette victoire-là. Il était maillot à pois en plus déjà à ce moment-là. Donc Et ça donne vraiment des ailes pour la suite. Hein. Ça donne des ailes pour Barguil la suite. La preuve, quand il gagne à l'Isoire ensuite, c'était terrible. Franchement, c'est des très bons souvenirs pour tous les Français le 14 juillet. Donc quand un Français gagne. Évidemment, dans le chat, quand on parle de Laurent Jalabert, ça parle toujours un peu dopage. Bien sûr. Bah voilà, toujours. Mais on n'est pas comme ça. On a fait une émission spéciale oui. Laurent Jalabert en début de saison où on avait évoqué cette part de l'histoire de Laurent Jalabert, du dopage, de la ONC, de Manolo Sainz, son manager, puis de la CSC. Voilà, évidemment qu'il y a beaucoup de zones d'ombre autour de la carrière de Laurent Jalabert, comme autour de la carrière de n'importe quel coureur qui a couru entre 90 et 2005. Hein. Voilà, on ne va pas arrêter de parler du cyclisme entre 90 et 2005 parce qu'il y a eu la période EPO. Voilà. Je crois que c'est surtout son caractère, parce qu'il est ressorti, il a refait une sortie sur Martin Fourcade dans Pédale très récemment. Et c'est là, il s'est un peu attisé la haine de ceux qui se rappelaient déjà un petit peu qu'il avait été contrôlé positif sur le Tour 98. Après, il y avait une enquête sénatoriale, etc. Mais il n'avait jamais été sanctionné, Laurent Jalabert. Le gros problème de Jalabert, c'est que c'est pas un sentimental, c'est pas quelqu'un ou du moins il ne le montre pas, c'est pas un émotif. Donc quand il a avoué qu'il s'était dopé, déjà il l'a avoué à demi-mot. Oui, il l'a pas avoué. Il l'a pas vraiment avoué. Il l'a sous-entendu, on va dire. Alors que c'est pas les pleurs de Richard Virenque en 98. Et c'est venu après. Il y a le fait aussi que Richard Virenque s'est fait prendre la main dans le pot de confiture sur le moment. À l'époque. Et donc on pardonne peut-être plus vite que quelque chose qui revient sur la table, même si c'est pas des aveux francs, et même s'il y a un manque de preuves, quelque chose qui revient sur la table 15 ans, 20 ans après est toujours moins bien accepté. Et puis on en parlait justement avant, il y a quand même des déclats assez marrants de Jalabert au milieu des années 2000 où il dit s'il n'y avait pas eu de dopage dans les années 90, mon palmarès aurait été bien meilleur. Enfin, avec le recul, du coup, ça fait un peu sourire et on regarde un peu ironiquement la carrière de Laurent Jalabert à cause de ça. Donc voilà, on n'aura pas mis un peu ça sous le tapis, parce que vous en parlez, donc on en parle. Quand vous en parlez dans les chats, nous, on essaye de prendre toutes vos réactions. Voilà, c'est terminé pour la chronique du vélo, mon Robin. Oui, c'est bon, on a fait le tour. Et j'ai oublié complètement ce dont on va parler demain, donc me demande pas. Ok, je ne te demande pas alors, mais ce sera la surprise pour tout le monde pendant la préparation. Donc voilà, c'est l'heure. Après, comme toujours, la chronique du vélo, c'est l'heure du quiz pour terminer l'émission. C'est parti. Le quiz du jour est différent de d'habitude. Alors, il est différent, évidemment, par les protagonistes. Comment ? J'ai hâte d'affronter Théo. Ah, voilà. Et il est différent par les protagonistes parce que, Théo, est-ce que tu es prêt à remplacer Polo ? Je suis prêt. C'est prêt. Alors, pendant le quiz, mon cher Théo, déjà, tu fais une énorme erreur. Une première énorme erreur. On ferme l'ordinateur. On ferme l'ordinateur. La pression qui Et met. après, on peut commencer le quiz. Quand le chat n'est pas là, les souris dansent, a écrit Polo. On va voir si elle danse, on va voir si Théo t'offre un point. Et il est différent ce quiz par les questions qu'on va poser. Pas de caisse aujourd'hui, on va poser tout simplement des questions que vous allez voir. La première va apparaître en barco. Antoine, Erwan, vous pouvez y aller pour cette première question. La première question d'ailleurs, c'est qui est l'intrus ? J'ai mis une liste de coureurs. Et dans cette liste de coureurs, il y a un intrus. Qui n'a pas gagné de contre-la-montre sur le Tour après Contador. 2010 ? Tu dis Contador, Robin. Théo, tu dis Contador aussi. On va découvrir la réponse. Alberto Contador, effectivement. Donc il n'y avait pas de question de rapidité. On peut tous les deux avoir le point. Vous avez tous les deux le point. Vous allez voir pourquoi il y a un partout. Donc c'est Alberto Contador qui avait gagné en 2009. À Annecy.
Exactement. Donc voilà. En plus, il avait la réponse, mais je n'ai pas posé cette Glenn question. D'accord, pardon. Non, je rigole. Et du zèle. Mais Théo Ouais, le savait, il Théo le utilise- savait, je sais très bien. On peut y aller pour la deuxième question. Ça fait 1 partout. Encore, qui est l'intrus? Le coureur, l'intrus, n'a pas gagné sur les 3 grands tours. Démarre. Démarre, ouais. Vous dites tous les deux démarre. Arnaud démarre. Félicitations. J'ai eu un mini doute Ça avec fait- Il Quentin. n'a pas gagné 2-2. sur la Volta. Ouais, c'est ça. Démarre. Ça fait 2-2. Bon, les gars, vous êtes chauds. Je va vois. falloir Polo que doit ça- être va falloir content que ça soit derrière, technique, Joseph, si tu veux nous derrière son départager. écran. Tu vas voir, ça arrive. ça arrive. Qui est l'intrus? On va découvrir une liste avec du Eddy Merckx, du Abdou Japarov, Oh, là, vainqueur du classement par points sur les 3 grands tours. Un Zabel. seul Ouais, ne l'a pas Zabel. fait. Zabel. Zabel. La réponse arrive. Putain, les gars, vous êtes chauds. bien Ok, ça fait Grand frère d'Eric 3-3. Zabel. 3-3. t'es mobile en fait. Ouais, T-Mobile. Ah oui, c'est vrai que tu m'as dit avant l'émission que tu étais un grand Ulrich fan de la Zabel. T-Mobile. Très, très, très fan. Un seul n'a pas gagné le classement de la montagne sur les 3 grands tours. On va découvrir cette liste. Voilà, c'est dur par contre. Je vais dire Bas Montes. En espérant qu'il soit pas allé sur le Giro. Très, très compliqué. Théo, Je crois que Jalabert l'a. Allez, Herrera, histoire de. voyons la réponse. là Et là. l'orange à la vert, aucun il n'a bon, donc ça fait Eh oui. 3 partout, toujours. Vous êtes au coude à coude, ça ne bouge pas. Ensuite, ce n'est pas un qui est l'intrus, c'est un vrai ou faux. Ok. La question, Anctil a gagné plus de grands tours que Coppi. Vrai. Ouais, vrai. Combien? 8. 9. Alors, on va pas mettre la réponse. Toi, tu dis combien? 8. Moi, je dis 8. 9. Toi, tu dis 9. Les 5-3. C'est 8 pour Anctil. Ah Donc, point, du coup, pour Théo. Comme ça départage un peu. Ça fait donc 4-3 pour Théo. Bravo, Bien les joué. gars. Bravo. Je lui ai Tu mis veux, un t'as un Giro. demi-point. Ça fait 4 à Je lui 3,5. ai mis un Giro en trop. Dernière question. Trop généreux. Qui est l'intrus? J'ai un podium sur les 3 grands tours. Il y a 4 coureurs dans cette liste. Evans. Ouais, et Evans, Un il l'a coureur jamais n'a fait sur la pas Volta. 3 podiums sur les 3 grands tours. Ouais, Evans l'a pas fait sur la Volta. On va découvrir, les gars. Oh, Et Evans a des podiums sur les 3. il l'a jamais fait sur le Giro, Louis. Evans, il a sur la S'il y Volta. a Il l'a de jamais riche. fait sérieusement. le Giro. Et oui. Mais les podiums de la Volta, il y a des Ouais. trucs tellement mystiques que c'est impossible de tous les avoir. Donc voilà, ce qui fait que vous avez tous les deux dit Cadel Evans. Ça Ouais. fait que Théo, tu J'ai es influencé. pour le Théo. moment leader de ce quiz. On termine avec un qui suis-je. On a même peut-être le temps d'en faire plusieurs. J'en ai préparé qu'un, mais on va pouvoir en faire plusieurs. Ce qui suis-je. Je suis là, Coureur je suis né, là, vaut qu'un point du coup. pour le moment, il ne vaut qu'un point. Ok. Je suis un coureur né en 1985. Ce qui suis-je d'ailleurs au passage a été fait par Pierre-Louis qui m'en a envoyé 2. Donc j'en ai fait un hier, j'en fais un aujourd'hui. Merci à lui. Merci à lui. Vous pouvez m'envoyer des qui suis si vous voulez, les rouleurs. Coureur né en 1985. Je suis un coureur encore en activité et j'ai endossé le rôle d'équipier pour mes leaders pour emmener les sprints. Je Regardez le participe, chat, hein, Théo, je te le dis. je participe à mon premier grand tour en 2006. C'était un Giro. J'étais le plus jeune coureur à cette épreuve cette année-là. On note des bons résultats pendant ma carrière, dont une 2e place sur la Classica San Sebastian 2009. Oh là là. Oh, c'est très dur là. 3e place au championnat de France 2010. Vainqueur de la route Tourangelle en 2013. Bonnet, William Bonnet. C'est pas William Bonnet. Mais on est dans le vrai là, on est dans le vrai. Ah. J'ai évolué dans l'équipe FDJ pendant ma carrière. Hormis 2 ans en 2009-2010, j'étais à la Silence Lotto. Puis Omega Pharma Lotto en 2010. J'ai participé à 6 Tours de France. J'ai eu l'occasion de m'y échapper pendant David des Boucher. étapes de plaine. David Boucher. Ce n'est pas lui. Non. Ça marchait le truc de l'auto FDJ. Ça marche peut-être, mais... Je gagne 2 prix de la combativité cette année-là, en 2011. Depuis, je n'ai plus eu cette occasion puisque je suis un solide équipier, faisant partie du train d'Arnaud Desmar, notamment sur le Mickaël tour... Delage. Danius. Michael Delage. Ah. Bravo Robin, ça Ouais. fait 4 partout. Michael Delage, effectivement. Donc on va décider Ah, ça dur. sur
un dernier qui suis-je que je vais faire comme ça. Je peux pas me faire taper par un gars qui vient un jour. Hein. Alors, je suis un coureur qui a commencé ma carrière en 2008. J'ai aujourd'hui 30 ans. J'ai été une personnalité de ce Tour de France. On m'a vu à l'écran ces derniers jours. Fredo. Ce n'est pas Alfredo. Je ne suis pas européen. Je suis passé par, je vais aller aux indices clairs, Radio Shack, Garmin, Team Cannondale, T'as dit qu'il a 30 ans. Dimension Data. T'as dit qu'il a 30 ans. Il a 30 ans. Uran, Rigoberto Uran. Je suis à la Dimension Data en ce moment. Ah mais non, Dimension. Redis les équipes. On m'a vu Radio... à la télé hier. Redis les Ben King. Ben Ah King. mais oui. Bravo, Oh là Ben là. King. Et donc, désolé, Polo, devant ton écran, tu as vu... voilà, mais franchement, Théo, J'ai essayé. bravo. Pour une première. Ça s'est joué un peu. Mais Solide. je savais qu'il serait coriace, hein, j'avais pas de doute. Hein. Ah. Donc victoire sur le quiz de Robin, voilà, qui commence à Je prendre reprends une l'avantage. bonne avance. Il faudra faire les comptes demain. Il y On a fera les 3 il me semble. Désolé Polo. on fera les comptes. Ne t'excuse pas, je pense que Il aurait perdu aussi. il connaît va, le il va revenir, tu vas voir, il va te claquer. Donc voilà, Ben King, il y en a pas mal qui l'avaient trouvé dans le chat, bravo à vous. Juste pour dire, pour terminer cette émission, la Fantasy roue libre, elle est dominée par Cyclo Gogo, 5222 points. Ouais. Là, ça commence à être Et très Pif est solide. très fort. Hein. Pif est très fort. Ouais. Ouais, franchement, c'est des solides podiums. Et j'ai Moi, je fait, suis j'ai fait impressionné. malgré tout, si je peux me lancer des fleurs, 4e de l'étape d'hier. Voilà, donc ça me rapproche pas assez au Ouais, général. mais en même temps, tu avais 5 coureurs, je crois, qui ont tous J'avais performé. Dorient, Sagan, Alaphilippe, Thomas. Il aime beaucoup les médailles au chocolat. Ça se mange donc. Pour le moment, tu n'es pas sur le podium. Donc, tu auras le droit de la ramener quand tu seras sur le podium, Tout à fait, mon Robin. Donc voilà, bravo pour le quiz. Merci, mon Théo, d'être venu. Merci de m'avoir accueilli. C'était très très agréable en ta compagnie. J'espère que tu reviendras parmi nous un de ces 4. J'espère aussi. Ben voilà, rendez-vous est pris. Merci, mon Robin. On se retrouve demain. Tout à fait, à demain. Parce que demain, on aura Jean-Noël Costil qui sera là. Parce que Polo sera encore en train de suivre le Tour de France. Voilà, on ne va certainement pas lui en vouloir pour cela. On se retrouve demain pour un nouvel épisode de Roue Libre. À demain, les rouleurs. Salut. Ciao.